Si la stratosphère est une atmosphère raréfiée, comment l'appareil va-t-il se déplacer? Les hélices seront-elles aussi efficaces ou faut-il des moteurs à réaction? On peut utiliser des moteurs à plasma, des moteurs ioniques ou même fabriquer de grandes hélices avec une envergure large. Moteur-réaction. Il existe simplement une taille optimale de pas d'hélice et de largeur de pale pour différentes densités atmosphériques à des altitudes de 20 km. L'atmosphère est bien sûr raréfiée, mais comme elle retient certainement la coquille en raison de sa densité, nous avons également la capacité de nous en éloigner également. Bien sûr, le diamètre des hélices y approche probablement les 10 mètres, voire plus. Et c'est un défi technologique à part entière. Comment les livrer là-bas? Comment s'assurer qu'ils n'endommagent rien là-bas pendant leur travail? Certainement. Mais tout cela est possible. Les hélices aérodynamiques fonctionnent à cette altitude. Oui, et tout est parfaitement calculé, leur efficacité est tolérable. C'est juste un autre type d'hélice, tout comme les moteurs à turbine à gaz, qui sont en réalité efficaces à 18 km d'altitude, mais moins efficaces à descendre de 1014 km. C'est le même MiG 31, vous ne pouvez pas fabriquer un appareil universel. Il possède sa propre altitude de croisière à laquelle il est le plus efficace. Il n'y a pas de médecine universelle. Il y a un problème et vous le résolvez en utilisant certaines méthodes qui conviennent spécifiquement à la résolution de ces problèmes en particulier. Est-ce que cela a vraiment du sens de s'élever si haut? Peut-être qu'une corde de 10 km suffirait, laissez-la pendre en laisse. Mais nous venons d'évoquer le fait que 10 est toujours une tâche ambitieuse, 2 à 3 est quelque chose qui peut être résolu maintenant. 10. Eh bien, et la question de la prévisibilité, tout ce qui se trouve à des altitudes allant jusqu'à 15 à 18 km, en règle générale, de nombreuses circulations parasites s'y forment. Si vous observez les différents régimes de vent dans la stratosphère, vous pouvez le constater. Il y a là de très sérieux effets continentaux, l'obstacle au vent s'échauffe ici, et le tableau est certainement très complexe. En termes de prévisibilité du vent, une altitude élevée est bien sûr nécessaire. De belles circulations qui couvrent toute la planète commencent à partir de 18 à 20 km. Il est plus pratique de lancer dans la stratosphère avec de l'hydrogène. Il n'y a pas assez d'oxygène là-haut, et l'hydrogène est moins fluide que l'hélium, et il est facilement renouvelable. La fluidité est à peu près équivalente. En ce qui concerne la pertinence de l'utilisation, bien sûr, on utilise de l'hydrogène, surtout pour les grands appareils, notamment dans le cadre des avancées technologiques. Il y a des règlements précis, un certain ordre de travail. C'est avec l'hydrogène, car c'est un gaz combustible, contrairement à l'hélium. C'est possible. Donc, l'utilisation en série, l'utilisation de masse de tels appareils est toujours liée à l'hydrogène. C'est juste à cause de l'efficacité économique. Et en effet, on peut produire de l'hydrogène beaucoup plus facilement. L'hélium est bien sûr utilisé comme carburant. Nous utilisons de l'hélium lors des lancements d'essais uniquement pour des raisons de sécurité, car l'appareil est nouveau et les personnes impliquées sont des ingénieurs qui travaillent sur quelque chose et non des opérateurs professionnels. C'est donc certainement judicieux d'utiliser de l'hélium pour minimiser les risques de situations d'urgence. Par la suite, la stratosphère contient d'hydrogène. Bonjour. Les technologies qui seront utilisées pour la conception et l'assemblage des dirigeables, c'est clair. Et qu'en est-il plus précisément de la protection des brevets? Y a-t-il une protection pour nos dirigeables de ce côté-là? Nous développons actuellement une stratégie dans le cadre du projet spécifiquement pour le droit des brevets dans notre pays, ainsi que dans les zones européennes, américaines et asiatiques. Les zones sont divisées. Mais je pense que notre équipe est protégée simplement par notre expérience, nos connaissances, notre compétence, notre capacité à créer ce dirigeable et notre détermination et notre persévérance et notre engagement.
Si quelqu'un d'autre parvient à le créer ailleurs et qu'il s'inspire de notre travail, je pense que ce sera certainement un plus également pour le développement de l'aérostation. Mais il y a aussi un revers à la médaille auquel nous pensons également. Il y a un personnage mal intentionné et potentiellement très nuisible qui pourrait utiliser ce mécanisme contre le projet, c'est-à-dire le droit des brevets. Il pourrait breveter quelque chose à l'avance, puis terroriser l'entreprise. De ce point de vue, il est absolument, indéniablement et essentiellement nécessaire de se protéger et de breveter les éléments clés et les solutions qui pourraient potentiellement mener à un tel scénario. Mais j'aime la politique d'Elon Musk, la façon dont il a ouvert tous les brevets pour ses Tesla, pour ses fusées. Il dit, utilise-le, si quelqu'un peut le répéter, je serai seulement heureux. Mais il faut avoir une protection de tous les côtés. On élabore une stratégie dans ce domaine, il y a un spécialiste de haut niveau et on le consulte, bien sûr, on va se protéger.